J'ai beaucoup d'intuition. Et ces gens ne m'inspiraient pas confiance. Il y a eu l'incendie dans la maison et ensuite la grange et la caravane ont brûlé. Son ex-mari et toute la famille vivaient sur le même terrain. Les sœurs ne s'aimaient pas beaucoup. Le monde entier tournait autour d'elle. Il fallait qu'on fasse attention à elle. C'était une narcissique. Quand on voit la violence de ce crime, c'est l'œuvre d'un vrai monstre. Je faisais partie des premiers à arriver sur place. Il faisait très sombre. On ne savait pas trop ce qui se passait. J'ai vu un véhicule avec le coffre grand ouvert. Il y avait un cadavre allongé devant la voiture. On aurait dit que la victime s'était fait renverser. En m'approchant, j'ai remarqué que le pneu avant gauche était à plat. Il y avait un cric à côté. La victime voulait peut-être changer le pneu. Il n'y avait ni trace de dérapage, ni verre brisé. Aucun des signes habituels dans un délit de fuite. Ça ne collait pas. Seadrift est un village de pêcheurs. Il y a toujours eu beaucoup de pêche ici. Des chalutiers à crevettes, des bateaux de pêche. Ici, les gens mènent une vie tranquille. Je m'appelle Tanya French. Je suis l'ancienne rédactrice en chef du Port Lavaca Wave, le journal local. C'est moi qui ai couvert l'affaire Janice Bonnell. Quand on a découvert le cadavre sur le bord de la route, on a pensé que c'était un fait divers local. Mais pour comprendre cette affaire, il faut retourner en Indiana, où sont nées les sœurs Hicks. Je suis la fille de David Edward Hicks et Catherine Louise Bradbury. Mes parents se sont mariés le 5 avril 1952 et ils se sont installés à Indianapolis. 4 ans après leur mariage, ils ont eu leur premier enfant. En tout, on était une fratrie de 5. David était l'aîné. Je suis née juste après. Ensuite, il y a eu Denver, Janice, et Richard était le petit dernier. Celle dont j'étais le plus proche, c'était Janice. Quand on était petite, on partageait la même chambre. On aimait beaucoup les travaux manuels. On adorait faire du crochet et du tricot. Elles avaient 6 ans d'écart. Et même si elles étaient très différentes l'une de l'autre, elles restaient très proches. Betty était la plus extravertie des deux. Janice était plutôt réservée. Betty attirait l'attention des garçons, alors que sa sœur était du genre casanier. Les 2 sœurs se sont éloignées quand Betty s'est mariée en 1974, à l'âge de 16 ans. Je me suis mariée et j'ai quitté la maison. Janice s'est sentie abandonnée. Elle n'avait plus sa grande sœur pour passer du temps avec elle. Elle s'est retrouvée seule. Mais je m'étais mariée très jeune et ça n'a pas fonctionné. Quand elle s'est séparée de son mari, Betty est retournée quelque temps chez ses parents. Elle passait beaucoup de temps avec Janice, comme quand elles étaient petites.
Mais très vite, elle s'est remariée. Elle est partie vivre à Denver, dans le Colorado, et elle a eu une fille. Quand j'ai eu ma fille, mes parents sont devenus grands-parents pour la première fois. Ils étaient très heureux que ce soit une petite fille. Janice a été très jalouse. Même si elle vivait toujours avec mes parents, ma fille a pris sa place. On lui accordait plus d'attention. Janice était célibataire et elle vivait chez ses parents. À l'époque, elle avait 26 ans. Elle a rencontré un jeune homme du coin, Charlie Sanders. Ils sont tombés amoureux et ils se sont mariés. Elle était très heureuse avec lui. Il avait une maison et il lui a offert la vie dont elle rêvait. Charlie et Janice formaient un couple heureux. Et le 17 octobre 1994, ils étaient fous de joie quand ils ont accueilli leur fille, Catherine Louise. Je crois que la seule chose que voulait ma mère, c'était se marier et avoir un enfant. Ma mère me disait toujours que j'étais son cadeau d'anniversaire. Elle a découvert qu'elle était enceinte de moi en janvier, le mois de son anniversaire. Malheureusement, Janice et Charlie avaient des problèmes de couple. Charlie s'est retrouvé au chômage et il ne voulait pas s'occuper de Katie. Il a baissé les bras et Janice a dû tout gérer seule. Ma mère avait 2 emplois et mon père était censé rester à la maison pour s'occuper de moi. Mais en fait, c'est ma grand-mère qui a pris le relais. Tout a basculé en 1998. Un jour, Janice était au travail pendant que Charlie était chez eux. Et la maison a entièrement brûlé. La cause de l'incendie n'a jamais été déterminée. L'assurance les a quand même indemnisés, mais peu de temps après, Janice a décidé qu'elle n'en pouvait plus. Elle s'est dit qu'elle pourrait mieux s'occuper de Katie si elle n'avait pas Charlie dans les pattes. Alors elle l'a quitté. Janice et Charlie ont divorcé. De son côté, Betty divorçait pour la 2e fois. Elle est revenue s'installer dans l'Indiana et les sœurs se sont de nouveau rapprochées. En 2001, Janice travaillait dans un hypermarché. Elle était célibataire depuis 3 ans quand elle a rencontré un de ses collègues, Brett Bonnell. Brett travaillait au stock. Il était facile à vivre. Janice est tout de suite tombée sous le charme. Brett était le genre de mec qui vous tend la main quand on touche le fond. C'était un type bien. Il rêvait de fonder une famille. Il avait souffert du divorce de ses parents. Je pense qu'il voulait une vie de conte de fées. Brett avait grandi dans une famille très stricte. Sa mère gérait la maison et les comptes pendant que son père s'occupait de la ferme et des animaux. Quand j'ai rencontré Janice, elle m'a rappelé la mère de Brett. Il était suspendu à ses lèvres. J'ai de très bons souvenirs de Brett. Il jouait avec moi, il me faisait rire. On chahutait ensemble. C'était quelqu'un de très gentil. Un jour, ma mère m'a dit que Brett l'avait demandé en mariage. Je me souviens lui avoir répondu « Si tu te maries pas avec lui, moi, je le ferai. » Il avait déjà gagné mon cœur. Le 1er septembre 2001, Janice et Brett se sont mariés. J'étais déjà amoureuse de Brett. Il était super.
C'était une figure paternelle géniale. Ce jour-là, j'ai mis une belle robe et on a eu droit à un beau mariage. Peu de temps après, Betty a voulu se rapprocher de sa sœur. À l'époque, Janice et Brett avaient une très belle ferme avec beaucoup d'espace. Betty venait d'épouser son troisième mari, Mike Roney, et elle a convaincu Janice de les laisser s'installer sur son terrain. Ils ont installé un mobil-home sur le terrain et les deux sœurs sont devenues plus proches que jamais. Elles passaient beaucoup de temps ensemble à tricoter. Plusieurs événements étranges se sont succédés quand Betty et Mike ont emménagé à la ferme. D'abord, Charlie, l'ex-mari de Janice, a eu des ennuis financiers. Alors Janice lui a proposé de s'installer chez elle. Je devais avoir 10 ans quand mon père biologique est venu s'installer chez nous. Il avait besoin d'un toit et on avait de la place. À l'époque, j'étais jeune et j'ai trouvé ça sympa. Toute ma famille était réunie. Et puis, très rapidement, la situation a dégénéré. Sans qu'on sache trop pourquoi, Betty et Mike Roney se sont installés sur le terrain de Brett et Janice. Ensuite, Janice a dit à Brett qu'elle voulait proposer à son ex-mari Charlie de venir vivre chez eux. L'idée ne plaisait pas à Brett, mais il faisait tout pour satisfaire Janice. Alors Charlie est venu vivre chez eux. Tout le monde a trouvé ça étrange, ce qui est tout à fait normal. Je trouvais ça très déplacé que Janice propose à Charlie de s'installer chez eux. Elle se justifiait en disant qu'il voulait juste se remettre à flot et faire partie de la vie de Katie. Quand Charlie est arrivé, Brett n'était pas content. Mais je pense qu'il n'aurait jamais rien dit à Janice. Je lui ai conseillé de prendre un avocat et de demander le divorce. Je lui ai dit qu'il avait perdu la tête. Il m'a répondu que c'était sa maison, qu'il ne voulait pas partir. Et j'ai dit, tu as tout perdu alors. À l'époque où mon père vivait avec nous, la tension est montée entre Brett et ma mère. Et je pense que ça a beaucoup pesé sur leur relation de couple. Au bout de quelques mois, le comportement de Brett a beaucoup changé. Il allait mal. Et la situation impactait sa vie professionnelle. On s'inquiétait tous pour Brett. Il avait des troubles obsessionnels compulsifs et son état empirait. C'était comme s'il vivait dans un autre monde. Il avait toujours l'air ailleurs. Il faisait souvent les mêmes choses. Il répétait les mêmes tâches sans arrêt. À ce moment-là, il s'est aussi rendu compte que Janice commençait à prêter un peu trop d'attention à Charlie. Janice était aux petits soins pour lui. Ça a éveillé les soupçons de Brett. Il s'est dit qu'elle était peut-être un peu trop proche de Charlie quand il avait le dos tourné. À chaque fois qu'on entrait dans la maison, quelle que soit l'heure, on trouvait toujours Charlie assis sur le canapé. Et Janice n'était jamais très loin. Brett a décidé de faire appel à son père et à quelques amis de la famille. Et ils ont mis Charlie à la porte de force. Charlie était furieux. Et Janice encore plus. Elle était hors d'elle. Elle s'en est prise à Brett et comme à son habitude, elle est allée se réfugier auprès de sa sœur. Betty s'est retrouvée au milieu de leur conflit et elle y a ajouté son grain de sel. Betty était une présence constante dans la vie de Brett. Il avait épousé Janice, mais il avait 2 sœurs pour le prix d'une. Elles étaient comme les doigts de la main.
En 2004, le père de Betty et Janice a succombé à une crise cardiaque. La famille X était en deuil. C'est mon père qui maintenait le lien entre ses 5 enfants. Quand il est mort, ma mère s'est effondrée et elle n'a plus été la même. Elle n'a pas réussi à surmonter sa mort. Et elle est décédée à son tour, à peine 5 semaines plus tard. Je m'en souviens. Il devait être midi. On est allé chez ma grand-mère, elle était encore au lit. Alors, je suis allée dans sa chambre pour la réveiller, mais elle ne bougeait pas. Elle était morte? Oui. Et je me souviens que j'ai essayé de la réveiller. Les enfants X ont perdu leurs 2 parents en l'espace de 2 mois. Après ça, tout a changé. Surtout quand ils ont découvert que leur père avait légué tous ses biens à Catherine. Et après la mort de leur mère, les enfants se sont rendus compte qu'elle avait désigné Janice comme exécuteur testamentaire et comme unique bénéficiaire de l'héritage. Ils étaient 5 enfants et ils étaient tous persuadés qu'ils allaient faire un bel héritage. Mon oncle avait des démons dont il a essayé de se débarrasser toute sa vie. Et je pense qu'il n'a pas supporté de ne plus avoir le contrôle des biens de ma grand-mère. Je me souviens qu'un jour, on s'est tous réunis pour vider la maison de ma grand-mère. À un moment, mon oncle a proposé qu'on aille dans l'abri de jardin pour choisir un outil chacun et se tabasser. L'idée, c'était que le dernier debout hériterait de tout. Après la mort de maman, mes frères ont disparu de la circulation. On n'a plus jamais eu de leurs nouvelles. Je trouve ça triste qu'on se soit tous fâchés à cause d'une histoire d'héritage. Je pensais que notre famille était plus solide que ça. Après l'enterrement, on a eu une grosse dispute. Mon frère a insulté Janice. Il lui a dit de faire attention à elle, parce qu'elle était responsable de la mort de maman. À la mort de Catherine, Janice a fait en sorte que son corps soit incinéré avant qu'on ait le temps de faire une autopsie. Ses frères et ses sœurs ont trouvé ça très suspect. Rien ne pouvait expliquer sa mort. Elle n'avait aucun problème de santé. Peu de temps après la mort des parents de Janice, la mère de Brett a succombé à un cancer du sein. Il était très proche de sa mère. Et sa mort l'a anéanti. Peu de temps après avoir perdu sa mère, Brett a hérité d'environ 90 000 $. Quand elle l'a appris, Janice a décidé de monter une boutique de broderie avec Betty et elle a convaincu Brett de financer leur projet. Je ne crois pas que l'idée de monter une boutique de broderie ait enchanté Brett. À mon avis, il voulait juste faire plaisir à Janice. Brett avait déjà donné 30 000 $ pour acheter un mobil-home et 20 000 $ de plus pour une machine à coudre. Alors quand les sœurs lui ont demandé plus d'argent, il n'a plus supporté. À chaque fois qu'il se retournait, elles étaient là pour lui demander de l'argent. Il passait son temps à se demander si Betty était derrière lui. Il n'était pas seulement marié à Janice. Betty donnait son avis dans tout ce qu'il faisait. Janice et moi, on était tout le temps fourrés ensemble. On faisait plein de choses toutes les deux. Un jour, elle m'a dit qu'elle avait besoin d'aide. J'étais prête à la soutenir.
À l'automne 2007, Brett était au bout du rouleau. Il se sentait coincé entre les deux sœurs. Et sa sécurité financière était menacée. Il devait avoir l'impression que Betty montait Janice contre lui. À l'époque, les tensions étaient de plus en plus fortes au sein de la famille. La situation était critique. Je me souviens de ce jour-là parce que Janice m'a réveillée en disant qu'il fallait s'occuper des animaux. On avait des chats, il fallait aller les faire vacciner. Cathy était à l'école et Brett et Mike étaient au travail. On est sortis. On n'était pas très loin de la maison quand Brett m'a appelé pour me dire que la maison brûlait. Je n'arrivais pas à le croire. Brett était sous le choc en voyant brûler la maison dans laquelle sa grand-mère avait vécu. Je pense que ça lui a fait beaucoup de mal. Peu de temps après, le mobil-home dans lequel la machine à coudre était entreposée a été incendié. D'abord, la maison a brûlé. On s'est dit que c'était peut-être criminel. Mais quand le mobil-home a brûlé aussi, on a tous compris que c'était très grave et qu'il y avait quelque chose de louche. À l'époque, on s'inquiétait déjà beaucoup pour Brett. Il n'en pouvait plus. Ma mère et mon beau-père se disputaient de plus en plus. Ma tante était au milieu de leur conflit. C'était franchement compliqué à la maison. À cette période, Betty s'est séparée de son mari, Mike Roney. J'ai eu des problèmes avec la justice après avoir été arrêtée en possession de cannabis. Je me préparais à quitter l'État pour m'installer au Texas. J'avais entendu dire que là-bas, on ne pouvait pas être extradé. Betty a cherché un endroit où elle pourrait disparaître et passer inaperçue. Elle a décidé de partir à Seadrift. Elle a essayé de convaincre Janice de l'accompagner. Je pense que ma mère a vu ça comme une occasion de s'éloigner de Brett. Je crois qu'elle voulait le quitter. Ce n'était plus l'homme doux et attentionné qu'elle avait épousé. Alors ma mère lui a dit qu'il pouvait rester à la ferme et nous laisser tranquilles. Brett est venu me voir et il m'a dit que Janice voulait partir. S'il ne la suivait pas, elle partirait quand même. S'il restait à Indianapolis, il allait perdre sa famille. Il ne verrait plus ni Katie ni sa femme. On savait qu'il avait des problèmes de couple, mais il ne voulait surtout pas perdre sa famille. Toute la famille a quitté l'Indiana pour le Texas. Betty, Janice, Brett et Cathy se sont tous installés à Seadrift. Betty et Janice ont été embauchés en cuisine dans une supérette de la région et Brett a décroché le poste de ses rêves. Il travaillait pour le service des parcs et loisirs de la ville. Il était paysagiste, il adorait ça. Il bénéficiait d'avantages et d'une petite assurance vie. Tout avait l'air de s'arranger pour la famille Bonnell. De son côté, Betty était de nouveau célibataire. Elle a rencontré Michael et ils se sont vite installés ensemble. Les deux sœurs étaient plus proches que jamais. Janice et Betty ont décidé de se relancer dans la broderie. On préparait l'ouverture de la boutique. Michael nous aidait beaucoup. Brett avait l'air enthousiaste lui aussi.
Après avoir travaillé toute la nuit pour préparer l'ouverture, au petit matin, j'ai reçu un coup de fil qui a changé ma vie pour toujours. Quand on ouvre une enquête, c'est comme si on commençait un puzzle. C'est l'affaire Bonnell, c'est ça? On assemble une pièce après l'autre et l'image se dessine. La disposition de la scène de crime ne correspondait pas à un délit de fuite. Il n'y avait ni trace de sang, ni débris de feu de signalisation. Rien n'indiquait la présence d'un autre véhicule. Il n'y avait pas de transfert de peinture. Il y avait de la poussière sur la carrosserie à l'avant et à l'arrière, mais pas sur la portière côté conducteur. Elle avait été nettoyée avec un chiffon. C'était évident. À côté de la victime, on a trouvé un portefeuille. Grâce à sa carte d'identité, on a pu identifier le défunt. Il s'agissait de Brett Bonnell. Le matin où on devait ouvrir la boutique, Janice a reçu un coup de fil de la police. On lui a demandé si elle avait remarqué l'absence de Brett Bonnell. Elle a répondu oui, mais je pensais qu'il était parti travailler. C'est là qu'il était censé être. Je me suis rendue au domicile de Janice Bonnell. Elle vivait dans une caravane. On s'est assis à une table pour discuter. Tout le monde gère le deuil différemment. Quand je lui ai appris que son mari avait été retrouvé mort sur la route, elle n'a pas vraiment réagi. Sa sœur Betty était debout à côté de nous. J'ai remarqué qu'elle fumait cigarette sur cigarette. Elle avait à peine terminé d'en fumer une qu'elle allumait la suivante. J'étais nerveuse et agitée. Je ne tenais pas en place. Je ne savais pas ce qui se passait. Et quand on nous a dit que Brett était mort, je n'en croyais pas mes oreilles. Franchement, j'étais dans tous mes états. En discutant avec Janice, j'ai tout de suite remarqué qu'une odeur de javel se dégageait de la caravane. L'odeur était extrêmement forte. Je sais que certaines personnes sont très maniaques. Ça arrive qu'une maison sente l'eau de javel. Mais je voulais entrer dans la caravane pour voir ce qui se passait, par curiosité. Alors j'ai demandé si je pouvais aller aux toilettes. Et Janice m'a dit que non, qu'elles utilisaient les toilettes publiques un peu plus loin. 6 jours plus tard, le médecin légiste a procédé à l'autopsie. Il a conclu que la mort avait été causée par un choc violent à la tête. Il n'a pas pu déterminer les circonstances de la mort avec certitude, mais officieusement, il a indiqué que la victime avait certainement été renversée. Quelques jours plus tard, une unité spéciale composée d'enquêteurs du comté et de l'État se sont appuyés sur le rapport du médecin légiste pour déterminer que la mort de Brett était un accident de la route. J'étais très frustrée. Je savais que c'était un meurtre maquillé en accident. Le corps était légèrement incliné vers le bas. La tête de la victime était dans le fossé. Mais le sang avait coulé le long de son dos. Ça défiait les lois de la physique. Le sang ne coule pas de bas en haut. On en a déduit qu'il avait été battu à mort et que le corps avait été déplacé. Et puis, on savait qu'il avait été frappé plusieurs fois puisque les hématomes étaient présents sur plusieurs zones du crâne. Ça ne pouvait pas être dû à un choc avec une voiture. Le pneu était à plat. Quand on l'a examiné de plus près, on a remarqué des tentatives de perçage sur le côté. Mais il n'y avait pas de vrai trou. Comment avez-vous réagi en apprenant la nouvelle? J'aimais beaucoup Brett. Je tenais à lui, il faisait partie de ma vie. Je n'arrivais pas à le croire. Et je voulais savoir ce qui lui était arrivé. Il a été assassiné. C'est horrible. Mais franchement,
Je suis très émotif, je suis comme ça. C'était quelqu'un d'important pour moi et... Voulez-vous faire une pause? Oui, je vais faire une pause. Ça me fera du bien. Allez faire un petit tour. Oui, merci. Seadrift est une petite ville de 1300 habitants. Tout le monde connaît tout le monde ici. Les rumeurs vont bon train. Avec toutes les rumeurs qui circulaient sur des histoires de consommation de drogue, d'immigration clandestine et de cartels, on savait qu'il fallait convoquer Betty pour l'interroger. How did you come about coming down here? Because I needed to get to warmer weather and get away from things and the bad atmosphere I was in up there. So I talked them into moving down here with me. Okay. What kind of bad atmosphere were you in up there? Just hanging around bad friends and everything with the drugs and stuff. And I was trying to get away from that. So. Okay. En creusant un peu, on a découvert que Betty Roney faisait l'objet d'un mandat d'arrêt pour détention de drogue dans l'Indiana. On en a parlé au procureur qui a contacté les autorités sur place. Ils ont accepté de nous laisser arrêter Betty. On s'est dit qu'une fois derrière les barreaux, elle se sentirait coincée et qu'elle finirait par craquer. Après avoir été arrêtée pour les délits qu'elle avait commis dans l'Indiana, Betty s'est retrouvée en cellule à attendre qu'on vienne la sortir de là. Elle a appelé Janice pour lui demander de payer sa caution. Quand j'ai appelé ma sœur pour lui demander de me faire sortir de prison, elle m'a dit qu'elle ne pouvait rien faire. Elle a dit que j'avais creusé mon trou et que je devais assumer. Et ça m'a rendue folle de rage. Après tout ce que j'avais fait pour elle, elle refusait de m'aider. Alors j'ai contacté les enquêteurs. Betty a demandé une entrevue avec tous les enquêteurs impliqués dans l'affaire. Elle avait des choses à leur raconter. C'est une photo de nous tous quand on était petits. On était dans le parc derrière notre maison. On n'imaginait pas ce qui allait arriver à notre famille. Quand on voit cette photo, on est loin d'imaginer ça. Deux mois après la mort de Brett, Betty a demandé une entrevue avec les enquêteurs impliqués dans l'affaire. Elle leur a dit qu'elle avait des informations à leur donner et qu'ils n'allaient pas y croire. Michael said you wanted to talk to us and I do want to talk to you. okay. I'm just afraid of what's going to happen to me. I can tell you what happened and what I have involved in it. Okay. I didn't murder anybody. Okay. I had nothing to do with that. Nothing to do with that. Okay. I've been married 7 times. I've never murdered anybody. Betty avait beaucoup réfléchi et elle refusait de porter le chapeau. Elle essayait de passer un accord qui lui permette de ne pas être inculpée pour le meurtre. Janice and Brett were having a lot of problems. He had told her there was no way in hell that he was going to let her have a divorce or she was going to get away from him. I got a call at midnight. She called and asked me to come down. I went down. And I walked in the trailer, and Brett was laying dead on the bed. She had beat him with a baseball bat. Quand je suis arrivée dans la maison, je me serais crue dans un film d'horreur. Il y avait des éclaboussures de sang partout. J'ai dit que j'allais appeler la police, mais Janice me l'a interdit. Elle voulait que je l'aide à déplacer le corps. Elle ne voulait pas que Katie le trouve et qu'elle assiste à ça. Si Katie n'avait pas été là, je ne l'aurais jamais aidée.
Betty nous a raconté qu'elle avait aidé Janice à envelopper le corps dans une couverture et à le mettre dans la voiture. Elles sont allées sur la route où on a retrouvé le cadavre et elles ont maquillé la scène en accident de la route. Elles ont pris le portefeuille de Brett et elles ont éparpillé ses affaires autour du corps pour faire penser à un braquage. Elles voulaient donner l'impression que Brett avait essayé de changer un pneu crevé. Elles ont essayé de crever le pneu avec un objet tranchant, mais elles n'ont pas réussi. Alors elles l'ont dégonflé. And then we went back to the trailer. And she gathered up everything that was the blankets and stuff. And the baseball bat. I just took everything out and burned it in our burn barrel like that. Quand on a passé la caravane au luminol, on s'est rendu compte qu'il y avait des éclaboussures de sang partout. Au plafond, sur le sol, sur les murs. Quelqu'un avait été frappé à plusieurs reprises avec un objet contondant. Ça ne faisait aucun doute. On a retrouvé le tonneau chez le compagnon de Betty. À l'intérieur, on a trouvé du tissu brûlé, des morceaux de ceinture de sécurité et la boucle de la ceinture qui avait été arrachée dans la voiture. Betty nous avait dit que la batte de baseball avait été mise au feu, mais on n'a rien trouvé. Si c'est le cas, elle avait entièrement brûlé. C'est toujours difficile de savoir si un témoin dit toute la vérité quant à son implication dans un meurtre. Est-ce que je crois Betty quand elle dit qu'elle n'a rien à voir avec ce meurtre? Non, je pense qu'elle en savait plus qu'elle ne veut bien l'avouer. Mais, de toute évidence, la dissimulation de preuves a suffi à lui faire cracher le morceau et à dénoncer sa sœur. Janice a été arrêtée pour le meurtre de Brett Bonnell. We're wanting you to help yourself Help myself how? by being straightforward with us and telling us, cooperating with And us. it doesn't matter, I'm still going to go to prison for what I did. Au cours de l'interrogatoire, Janice a dit que ce soir-là, Brett dormait dans son lit, dans la caravane. Et quand Janice a trouvé le courage de le tuer, You struck him while he was sleeping? Yes. Okay. Yeah, if he'd been awake, I would have never... He was so much stronger than what I was. At what time was it? Probably around midnight. Where did you hit him at first? Do you remember? In the head. Can you tell me what led up to this? Just every night was like a nightmare with him when he come home. I could do nothing right. I didn't care if I had dinner ready. Had his clothes laid out for him to take a shower. Nothing was ever right. He was screaming and yelling constantly at us. He would pull back his fist to punch me. j'ai parlé avec les gens qui ont connu Brett. Je n'ai rien trouvé qui puisse confirmer les accusations de Janice. On n'a pas la moindre preuve qu'il était violent avec elle, ou qui que ce soit d'autre. Elle espérait passer un accord avec le procureur en se faisant passer pour une femme battue qui avait agi en état de légitime défense. Les deux sœurs sont restées 1 mois dans une prison du comté. Janice était détenue pour meurtre et Betty pour détention de cannabis. Quand Janice a appris que sa sœur n'avait pas été inculpée pour meurtre, ça l'a mise hors d'elle. Alors elle a contacté les enquêteurs pour leur dire qu'elle aussi, elle avait des choses à leur révéler. Janice a essayé de faire porter le chapeau à Betty. Elle a raconté que Betty avait eu l'idée de tuer Brett pour bénéficier de son assurance vie et la partager à deux. I understand that Brett had some life insurance, is that correct? A policy through his work. Do you know how much that was? $18,209 is what the letter said. D'après les déclarations de Janice, c'est Betty qui aurait eu l'idée de commettre le meurtre, c'est elle qui aurait eu l'idée de maquiller le meurtre en accident, et c'est elle qui aurait donné la batte de baseball à Janice. Elle l'aurait même appelé plusieurs fois en lui demandant pourquoi Brett n'était pas encore mort. Et c'est Betty qui aurait orchestré toute la mise en scène.
Quand j'ai appris que Janice essayait de me faire porter le chapeau, je suis tombée des nues. J'étais effondrée. Quand je pense que j'ai essayé de l'aider. J'avais entendu ma mère et ma tante parler de la meilleure solution pour se débarrasser de Brett. Elles avaient tout prévu. Je crois qu'au fond, je savais ce qu'elles préparaient. Mais je pensais qu'elles ne passeraient jamais à l'acte. En tout cas, c'était prémédité. Le soir de la mort de Brett, ma mère m'a fait un signe de tête, comme pour me dire que le moment était venu. Je me suis réveillée au milieu de la nuit. Ma mère faisait le ménage à fond, pour être sûre de ne laisser aucune trace. Je me suis assise au bord de mon lit et je me suis mise à pleurer. Je n'aurais pas supporté de perdre ma mère aussi. Janice a plaidé coupable pour meurtre. Elle a été condamnée à 45 ans de prison. Betty a été condamnée à 3 ans de prison pour dissimulation de preuves. Elle est sortie au bout d'1 an et demi. Encore aujourd'hui, Betty n'a plus aucun contact avec Janice. Janice est une grande manipulatrice. Je n'ai absolument aucun doute. Pour moi, c'est elle qui est responsable de l'incendie de la maison où elle vivait avec Charlie. C'est elle qui a mis le feu à la maison de famille de Brett et qui a organisé l'arnaque à l'assurance. Et je pense qu'elle a tué ma mère. Elle est responsable de tout. Ma mère est toujours en prison. Je pense qu'elle va y rester longtemps. Vous lui avez pardonné? Quand on pardonne, ce n'est pas pour l'autre, c'est pour soi-même. Et je crois qu'il ne suffit pas de dire qu'on pardonne quelqu'un pour que ce soit vrai. Il m'a fallu presque 10 ans pour envisager de rendre visite à ma mère ou de lui écrire une lettre. J'ai fini par lui écrire pour lui dire que je lui pardonnais. C'est une vraie tragédie. Un homme a perdu la vie pour de l'argent, par cupidité. Elle devait avoir tellement de haine et de colère en elle. Et je ne sais même pas pourquoi. Ça me donne envie de pleurer. Quand je pense que ma sœur a pu faire une chose pareille. Elle a été capable d'assassiner l'homme qu'elle était censée aimer. J'aime toujours mon beau-père. Et j'aime ma mère aussi. C'était une bonne maman. Elle a toujours fait en sorte que je ne manque de rien. Elle s'occupait bien de moi. Elle ne m'a jamais laissé tomber. Mais certaines familles ne sont pas faites pour durer.